Mail, c'est idéal parce que je suis connecté. Comme ça, je passe ça. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, chers maîtres. Je suis Julien Lorca, je suis le président de l'étude Guénifé et nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour un colloque sur la fiducie. Il nous a semblé opportun d'organiser cette manifestation avec des intervenants qui travaillent avec des fiducies et qui proposent différents services. Il y a la société Pono avec Ladislas et Arthur qui sont les cofondateurs. Vous avez Antoine Arsac qui est le directeur juridique de la BPCE. Et j'en suis désolé, mais nous avons un avocat avec nous qui est Pierre Châtelain. Mais vous verrez, il est vraiment très très bien, il est très proche des notaires. La fiducie pour nous est quelque chose de très important puisque nous avons créé notre première fiducie il y a 7 ans. C'est la fiducie héritier, ça veut dire que nous avons, avec Pristine, qui est notre fiduciaire, nous avons géré l'ensemble des fonds héritiers qui sont aujourd'hui sanctuarisés dans une fiducie que l'on appelle fiducie héritier et qui nous permet finalement d'offrir la meilleure garantie du marché en termes de généalogie successorale puisque nous ne disposons pas des fonds héritiers dans nos bilans. Pour autant, faire venir Pristine et puis vous faire l'article de notre fiduciaire ou autre, ce n'était pas un petit peu l'objet. Et c'est pour cela que vous avez ces différents intervenants qui vont vous expliquer ce que l'on peut faire avec une fiducie bien mieux que moi. Voilà, je vous souhaite un bon colloque. Bonsoir à tous. Alors comme tout le monde connaît l'étude Guénifé et BPCE, mais pas encore Pono, on a eu le droit à 3 slides pour se présenter rapidement. Pono, c'est une société qu'on a créée avec Arthur Bertin et moi-même il y a 4 ans, qui est une société technologique, un logiciel qu'on met à disposition des prêteurs bancaires alternatifs et d'avocats pour leur permettre de gérer soit des contrats de garantie et des covenants pour des prêteurs, mais également des contrats de fiducie pour des avocats qui sont fiduciaires. Et donc on le fait, on leur permet de le faire à l'échelle, et on fait ça depuis 3-4 ans maintenant avec un certain succès. On a une trentaine de clients, 2 milliards de financements sécurisés à travers notre plateforme d'actifs fiduciaires et 25 collaborateurs. Très rapidement, ça c'est un peu de la rétape commerciale, donc je passe vite. Pono, c'est un outil qui permet de passer à un usage et une gestion des contrats de fiducie qui était avant 2020 assez artisanal, à quelque chose d'industriel et qui permet à des fiduciaires, qu'ils soient avocats ou sociétés de gestion de portefeuille ou établissements de crédit, de mettre en place et de gérer ces contrats et de les suivre de façon très efficace et sécurisée grâce à de la technologie. Voilà. Et on a une offre qui est binaire, donc je la présente très rapidement et qui se séquence en 2 phases. Et BPCE est bien placé pour le savoir. Sur la partie gauche, c'est ce qu'on appelle notre offre fiduciaire. Donc nous, on a des partenaires fiduciaires qui sont des sociétés de gestion de portefeuille et des avocats qui peuvent, sur des dossiers où il y a un besoin de fiducie, être fiduciaire en s'appuyant sur la technologie de Pono et notre équipe de back-office pour mettre en place et suivre des contrats de fiducie très simplement et de façon quasiment automatique. Et généralement, ces gens-là, quand ils ont la capacité à devenir fiduciaires, c'est le cas d'avocats fiduciaires, ils basculent vers l'offre de droite, qui est celle où on leur fournit notre logiciel, et éventuellement notre back-office pour qu'ils nous sous-traitent des tâches de gestion fiduciaire, pour qu'ils soient eux-mêmes fiduciaires sur des dossiers, en s'appuyant sur notre logiciel et notre back-office, pour le faire de façon efficace. Voilà. Et je passe maintenant la parole à Arthur. Arthur, à toi. Merci beaucoup. Merci Julien pour cette belle tribune. Oui, je vais me mettre juste là. Voilà. Là, devant. Ok, très bien. Il faut que je regarde, donc je ne veux pas tourner le dos à l'assistance. Non, mais je crois que je peux me mettre comme ça. Et voilà, là, c'est très bien. Bonsoir à tous. Ravi de vous rencontrer. Un petit préambule pour que les gens autour de cette table, en particulier Pierre Châtelain en tant que conseil,
Antoine en tant que banquier, prêteur, fiduciaire et bénéficiaire de contrats de fiducie, et nous-mêmes qui proposons des services de gestion des fiducies au travers de notre logiciel ou notre back-office, pour que nous puissions développer nos activités, il faut encore aujourd'hui que l'on présente la fiducie et ses applications pour des gens qui en sont soit les conseillers, ça peut être vous aujourd'hui en tant que notaire, en tant que conseiller juridique, mais peut-être aussi demain en tant que pratiquant et fiduciaire. Je crois que ça a été à l'ordre du jour l'année dernière du congrès des notaires. Et c'est une véritable révolution juridique qui permet aujourd'hui de transformer une fonction de conseil et de la prolonger au travers de l'accompagnement d'un client dans le cadre de problématiques qui sont extrêmement variées, qui couvrent le domaine du financement, le domaine parfois malheureusement des procédures collectives, le domaine des procédures collectives dans le droit de la famille, c'est-à-dire les divorces et les successions également, le droit des biens plus généralement. Et on va essayer ce soir avec un panorama modeste de cas pratiques de vous montrer toute l'étendue des ressources de cet outil qu'est la fiducie, sûreté principalement, mais on va aussi vous parler de fiducie gestion. Les notaires dans tout cela, je l'ai un petit peu dit au départ, les notaires ont vocation à jouer plusieurs rôles. Ils sont prescripteurs évidemment des contrats de fiducie, puisqu'en tant qu'outil juridique, ce contrat vient apporter des solutions que les autres contrats français ne permettent pas d'apporter. On verra 2-3 applicatifs de ça. Donc, ils peuvent être conseils prescripteurs, rédacteurs d'actes, et puis aussi à un moment donné, prolonger leur activité de conseil sans véritablement la dénaturer, puisqu'ils vont finalement être chargés d'exécuter ce qu'ils ont prescrit. Et on trouve dès aujourd'hui des notaires qui assument des fonctions de tiers protecteurs dans les contrats de fiducie et qui vont encadrer par leur savoir-faire, leur autorité, leur réglementation, leur responsabilité, les activités de fiduciaires, qu'ils soient avocats, sociétés de gestion ou établissements de crédit, dans l'intérêt du constituant. Et puis encore un petit peu plus loin, c'est pas pour tout de suite les notaires fiduciaires, parce qu'il y a encore un petit sujet législatif avec l'article 2015 qu'il faut encore enrichir d'une capacité professionnelle qui est celle des notaires. Mais d'ores et déjà, et Pierre en parlera tout à l'heure, il y a la possibilité de s'associer dans le cadre de l'interprofessionnalité. Il y a des études à Paris qui se sont développées. Elles ne sont pas encore légion, mais elles existent. Et elles existent depuis quelques années maintenant. Elles se développent avec un binôme qui visiblement n'a pas l'air évident, à en juger par la réaction de la présence de Pierre ce soir, mais avec un avocat et un notaire, et encore peut-être un avocat un peu défroqué, puisque c'est un avocat fiduciaire qui accompagne un notaire pour la mise en place. Et ne pars pas, Pierre. Donc un avocat et fiduciaire et un notaire qui vont conjuguer leurs talents et leurs ressources pour mettre en place des contrats de fiducie, sûreté et gestion au bénéfice de leurs clients. Un peu de concret maintenant. Hop, quelques cas pratiques. Ah bah on passe directement à l'interprofessionnalité. Il y a eu un changement dans l'organisation de la présentation. C'est pour toi. Alors bonjour à tous. Est-ce que ça marche? Oui. Alors, donc dans le prolongement, et alors oui, ça aurait été peut-être bien d'avoir des petits cas pratiques, mais on verra en cours d'exposer que l'intérêt de recourir à l'outil de la fiducie, il est multiple en fait. La fiducie, comme l'indiquait Arthur, a une dimension sûreté, donc qui trouve tout son intérêt dans les montages de financement. Elle a également, comme vous le savez, en fait, une dimension gestion, et puis elle peut s'appliquer comme outil autonome ou comme outil complémentaire en fait à tous les mécanismes. Je pense notamment à l'hypothèque, au PPD et autres que vous pouvez appliquer. Et comme évoqué donc également par Arthur, on a cette casquette en fait de notaire tiers protecteur qui permet en fait, qui vous permet de monter en fait sur les dossiers et d'assurer en fait le suivi et la bonne exécution des contrats de fiducie. Alors dans l'attente de l'ouverture de la profession de fiduciaire au notaire, ça me paraît important de souligner effectivement cette opportunité d'interprofessionnalité. Alors désolé Antoine, mais il y a je dirais presque un sens en fait à penser à une association notaire-avocat. On a un ADN quand même assez commun, des règles de déontologie qui sont strictes et qui reflètent en fait une modalité d'exercice. Et puis on a surtout cette possibilité de jouer sur une interprofessionnalité. Alors l'interprofessionnalité, en fait, elle est double. On a un modèle qui est un peu souple et un modèle qui est plus poussé. Le modèle souple, c'est une interprofessionnalité uniquement capitalistique.
Donc vous savez qu'aujourd'hui, en fait, les structures d'exercice SEL, notamment, peuvent ouvrir une partie de leur capital à d'autres professions réglementées, d'autres professions du droit, ainsi que les experts comptables. Donc on retrouve les notaires, on retrouve les administrateurs judiciaires, mandataires, etc., etc. Et donc le but de l'interprofessionnalité capitalistique, ça va être uniquement, donc pour le professionnel non avocat, de prendre une participation dans une société d'avocats qui va exercer soit une mission uniquement d'avocat fiduciaire, soit une mission large avocat avec la dimension avocat fiduciaire. Mais il faut comprendre que dans cette structure-là, donc le professionnel non avocat n'exerce pas au sein de la structure, et cette structure-là ne peut faire donc les métiers réservés en fait à l'avocat. Donc en termes de constitution, on a un choix assez large de formes sociales qu'on peut choisir. Sur la détention capitalistique, donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il faut que l'avocat en fait, qui exerce la fonction de fiduciaire détienne plus de 50% du capital. Et le solde peut être détenu donc, par les professions que j'évoquais. En termes de gouvernance, c'est assez souple aussi. On a simplement l'obligation pour l'avocat d'être représentant légal de la structure. Et les règles déontologiques qui s'appliquent, c'est les règles déontologiques du métier d'avocat. Donc en fait, concrètement, c'est une société d'avocats avec la possibilité pour votre profession d'entrer au capital et de mettre un premier pied en fait dans l'activité fiducie. On a quelque chose à l'opposé qui est plus poussé, qui est l'interprofessionnalité d'exercice. Donc là, on a à la fois une interprofessionnalité au niveau capitalistique et des exercices communs, concurrents, en fait, des professions libérales qui composent le capital de la société. Donc il y a une limite à tout ça, en fait, c'est que évidemment, chaque professionnel qui a une casquette doit exercer au sein de la structure sa compétence. Donc évidemment, l'avocat ne va pas recevoir d'actes et le notaire ne va pas aller plaider au tribunal. Alors ça présente un intérêt, donc toujours pour pouvoir construire en fait des synergies autour des métiers notaires, profession du droit et donc de cette casquette fiduciaire. Il faudra quand même avoir une petite vigilance dans ces prises de participation à cet exercice qui tient au fait que les notaires ont une obligation en fait de résidence, donc qui leur impose d'exercer. Donc il faudrait placer quelqu'un qui serait dédié en fait à cette activité et qu'il faut donc du coup inscrire. En termes de constitution, là encore, les formes sociales sont assez larges. On peut tout faire, en fait, sauf les sociétés qui donnent les qualités de commerçant aux associés. La détention du capital. Alors là, on est sur une obligation d'avoir au capital que des associés qui ont la qualité des métiers qui sont exercés dans le cadre de l'objet social. Donc si on a une SPE qui est constituée entre notaires et avocats, il faut que les associés soient notaires et avocats et soient exerçants. Mais ils peuvent exercer en dehors, en revanche, de la structure. Donc ça, pour l'obligation de résidence, on a vu que ce n'était pas évident. Mais ça permet, quand même quelques souplesses. Après, en termes de déontologie et de secret professionnel, c'est clairement en fait la grosse contrainte. On a une application en fait concurrente des règles de déontologie. Donc, chaque règle de déontologie corpus s'applique à la profession libérale qui est concernée. Et en plus, on a tout un set de règles déontologiques propres à la SPE qui vise à protéger les règles d'indépendance professionnelle, de secret professionnel, de gestion des conflits d'intérêts, qui est un point quand même assez essentiel dans le cadre de l'association et d'exercice en commun de ces activités. Donc ça passe notamment par une information au niveau du client de toutes les activités qui sont faites par la SPE,
Il faut également solliciter son accord pour pouvoir organiser la transmission des informations sur les dossiers pour éviter les conflits d'intérêts. Et puis nommer toutes les activités qui sont faites et les professionnels qui sont dédiés au traitement de ces dossiers. Donc en termes de gouvernance, ça oblige vraiment à réfléchir en fait à la constitution de moyens internes, sans doute par le biais de comités ad hoc, pour pouvoir identifier les conflits d'intérêts possibles et puis déterminer des règles qui doivent conduire à privilégier un dossier, un client par rapport à un autre. Surtout que le conflit d'intérêts, en fait, il est applicable à la fois en interne, c'est-à-dire sur les dossiers sur lesquels les cabinets peuvent traiter, mais également sur les activités qu'un professionnel exercerait en dehors de la SPE. Donc ça vise principalement en fait les avocats, puisqu'ils ont la possibilité donc de créer et de s'associer dans différentes structures. En termes de sujets techniques, ensuite, bon, ça c'est des points moins essentiels, mais convention collective, donc on a une convention collective qui est celle de l'activité principale, nécessité d'une assurance responsabilité civile pour chacune des professions. Et en termes de comptabilité, c'est pareil, on a une comptabilité en fait qui est faite pour la société et une comptabilité distincte pour chacune des activités. Donc voilà un peu les deux formes d'association possibles et je laisse la main à Arthur. Donc maintenant que vous savez que vous pouvez travailler avec les avocats pour mettre en place des contrats de fiducie, soit en tant que conseil, soit en tant que tiers protecteur, soit en tant que fiduciaire au travers de l'interprofessionnalité, il n'est pas inutile de vous rappeler rapidement ce qu'on peut faire avec cet instrument. Il faut commencer par le commencement. La loi a été introduite en 2007. Elle a mis un petit peu de temps pour marquer les esprits et s'imposer dans la pratique. Et c'est particulièrement dans la sphère du financement qu'elle a trouvé une terre d'élection qui n'est pas vraiment démentie depuis et qui fait qu'on lui a attribué ce qualificatif de reine des sûretés qui est un peu galvaudé. Il y a d'autres sûretés qui fonctionnent bien en droit français, mais elles cumulent en règle générale assez rarement l'intégralité des atouts de la fiducie sûreté dans son régime. On a des clauses de réserve de propriété qui fonctionnent très bien, mais elles ont une assiette très limitée. On a des nantissements de créances qui fonctionnent très bien, mais eux aussi ont une assiette limitée. La fiducie, c'est un peu le meilleur des mondes de la sûreté, c'est-à-dire un transfert de propriété avec une assiette contractuelle qui est extrêmement large. On peut y transférer des biens immobiliers. Donc les notaires travaillent régulièrement sur des transferts de droits réels au travers de contrats de fiducie, pleine propriété, nue propriété d'immeubles, conventions d'usufruit aussi qui peuvent être transférées dans des contrats de fiducie, mais également plus classiquement des biens meubles corporels, des titres des stocks par exemple, de l'équipement pour des entreprises, et puis évidemment des meubles incorporels, des actions, des parts sociales, des portefeuilles de créances, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que ce contrat de fiducie a cette assiette extrêmement large, ce transfert de propriété est un transfert de propriété qui est aménagé, parce que la possession qui est censée suivre le transfert de propriété va pouvoir être aménagée contractuellement dans le cadre de la fiducie sûreté pour laisser à disposition du constituant de la sûreté le bien ou le droit qui a été transféré dans le patrimoine fiduciaire. On y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est à la fois un sujet technique très intéressant, mais en même temps un sujet extrêmement commode dans la vraie vie des vrais emprunteurs qui doivent mobiliser des actifs dont ils ont pourtant besoin dans le cadre de leur activité professionnelle. Merci Antoine. Le fonctionnement de la fiducie sûreté, on va le voir, mais on passe très rapidement dessus maintenant. La différence avec une sûreté réelle classique, non translative de propriété, c'est qu'en remplacement d'un droit de préférence et d'un droit de suite, qu'on va retrouver par exemple classiquement dans une hypothèque ou un nantissement, le contrat de fiducie transfère la pleine propriété. Alors ce n'est pas exactement la pleine propriété, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais c'est quand même une propriété qui est suffisamment intéressante pour que le fiduciaire puisse vendre le bien qui a été transféré ou monétiser le droit qui lui a été transféré et applique le produit de ce remboursement applique le produit de cette cession en remboursement de la dette qui est sécurisée par le contrat de fiducie. Et là où cette efficacité est extrêmement intéressante, c'est que non seulement elle triomphe des situations classiques d'exécution des sûretés dans un contexte in bonis, c'est-à-dire en l'absence d'ouverture de procédure collective, parce qu'elle permet
de contourner les voies d'exécution. Il n'y a pas à aller chercher l'actif puisqu'il a été transféré dans un patrimoine fiduciaire. Il ne faut pas aller arracher le droit de propriété dans le patrimoine du constituant. Il faut simplement se tourner vers le fiduciaire qui gère un coffre-fort, qui a la clé du coffre-fort et qui est capable d'ouvrir la porte du coffre-fort pour en sortir l'actif. Mais au-delà de l'exécution de la sûreté de manière in bonis, il y a également l'exécution de la sûreté en procédure collective. Et c'est là qu'il y a un vrai changement de paradigme par rapport à ce qu'on connaît depuis 1985, depuis les premières lois, les grandes lois sur les procédures collectives et le redressement judiciaire. C'est que on a mis en place volontairement, le législateur a volontairement mis en place une sûreté qui résiste aux effets de la procédure collective, à l'interdiction des poursuites, à l'interdiction du paiement des créances antérieures qui seraient nées avant le jugement d'ouverture de la procédure collective. On a une sûreté qui est vraiment efficace. Et ce, presque, je dis bien presque, quel que soit le stade des difficultés que traverse le débiteur, qu'il s'agisse d'une sauvegarde, qu'il s'agisse d'un redressement judiciaire ou qu'il s'agisse d'une liquidation judiciaire. Et cette efficacité qui est d'un certain côté redoutable a été très bien organisée dans l'ordonnance de 2008 avec ce fameux sujet de convention de mise à disposition qu'on verra tout à l'heure, qui permet de ne pas dénaturer le principe de la procédure collective et de traiter effectivement les difficultés des emprunteurs tout en maximisant les chances des créanciers d'effectuer le recouvrement grâce à la fiducie-sûreté. On verra peut-être cet équilibre après. Donc voilà, ça c'est une rapide présentation de la fiducie-sûreté qui a valu de manière générale au contrat de fiducie d'arriver, de sortir un peu de la petite porte par laquelle il était rentré dans le droit des sûretés et surtout dans la pratique du financement. Pierre, si tu veux qu'on commente ce schéma, on peut le faire à deux et pour les schémas qui viennent après. On va aller assez rapidement. Si tu veux, je te laisse le présenter très rapidement. On a un financement. Ouais, on a un financement, pardon, je te prends le truc un peu débeauté. On a un financement tout à fait classique, un prêteur voilà, qui finance un emprunteur. L'emprunteur, c'est une SAS, qu'elle émette des obligations ou qu'elle souscrive un financement bancaire. Elle va transférer un actif qui est acquis au moyen du financement consenti et elle va le mettre en fiducie directement. Ça, pour des constituants, c'est la structure la plus simple qu'on puisse leur présenter et c'est en même temps la plus efficace pour les prêteurs. Sûreté simple, c'est pas très différent de l'hypothèque et souvent vous allez en tant que conseil, vous allez avoir à cœur d'expliquer les différences juridiques de régime et ce à quoi s'expose votre constituant, qui est un petit peu différent entre une hypothèque et une fiducie-sûreté. Mais globalement, c'est un schéma qui fonctionne bien parce que on a l'habitude de comprendre qu'un bien immobilier est grevé par une sûreté. La force de la sûreté et les effets juridiques de cette sûreté, notamment dans le cas des procédures collectives, on ne les appréhende pas systématiquement au moment de la signature du contrat de prêt, mais c'est justement là que les notaires peuvent intervenir quand le constituant mobilise ce bien immobilier. Se pose tout un tas de questions au travers de cette affectation, ou plus que cette affectation, ce transfert de propriété. S'il y a un bail sur le bien immobilier qui est occupé par un tiers, quel est le sort de ce bail? Est-ce qu'il est transféré? Est-ce qu'il va suivre le bien immobilier? Est-ce qu'il va être transféré en contrat de fiducie? Est-ce que le fiduciaire va récupérer la titularité de ce bail? Est-ce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le bail peut être simplement remis à disposition du constituant? Est-ce qu'on peut disséquer le bail, sortir certaines obligations, garder certains droits, par exemple les loyers afférents au bail qui resteraient dans le patrimoine fiduciaire? Les obligations de gestion du bien seraient remises sur la tête du constituant. Il y a plein de problématiques qui rendent la fiducie extrêmement intéressante, un outil qui est comme de la glaise, qui ne demande qu'à être manipulé pour épouser au mieux et les besoins de l'emprunteur et ceux du prêteur, évidemment quand on a le temps de le faire, ce qui est pas toujours le cas. Alors un autre schéma qui a le vent en poupe, c'est celui de la fiducie sur titre de société qui détient un bien immobilier. Les coquilles vides en financement, ça fait maintenant une vingtaine d'années que ça pullule, on en voit partout. On comprend évidemment les avantages d'avoir une structure qui a peu ou pas d'activité, pas de bilan, pas de salariés, pas d'engagement, pas de fiscalité, etc. Donc beaucoup plus confortable en termes de gestion du risque pour un prêteur, de capter, quelle que soit la sûreté d'ailleurs, de capter un droit réel sur les parts ou sur l'actif détenu par ce type de SPV. Et dans ce type de schéma que nous voyons fréquemment chez nos clients, on a concrètement une sûreté réelle pour autrui qui va être constituée au niveau des actionnaires de la SAS et qui va pouvoir se doubler à la fois d'une fiducie, alors une sûreté réelle pour autrui avec le transfert par les actionnaires de leur titre dans la SAS
en fiducie pour sécuriser la dette de la SAS, c'est pour ça qu'on est en sûreté réelle pour autrui, mais également, dans le cadre de cette fiducie, l'ajout d'un constituant numéro 2 qui va être la SAS et qui va pouvoir apporter une créance de prix de cession future, par exemple, sur le bien immobilier, ou qui va pouvoir également consentir une hypothèque sur le bien immobilier. De sorte que dans ce type de schéma, que Pierre tu connais bien d'ailleurs, dans ce type de schéma, on a une double protection. On a la protection de la fiducie sur les titres, qui peut éventuellement faire échec à une procédure collective, soit ouverte au niveau de la SAS, soit ouverte au niveau de l'actionnaire au titre de la sûreté réelle pour autrui. Mais on a également une sécurité très importante, puisqu'avoir les titres, c'est très bien effectivement dans la fiducie pour exercer, mais ça ne protège pas d'inscriptions judiciaires ou autres qui peuvent être mises en place sur l'actif détenu par la SAS. Donc le fait de pouvoir mettre en place une inscription hypothécaire à titre défensif sur cet actif qui a été acquis au moyen du financement, c'est quelque chose qui peut facilement se mettre en place dans le cadre d'un contrat de fiducie, sans avoir à recourir à la fiducie sur bien immobilier, qui peut être un peu surabondante si on a la fiducie sur titre au-dessus. Je rappelle peut-être quelque chose de un peu trivial, mais les coûts de mise en place de ces contrats de fiducie. Sur les titres de société, on parle de biens mobiliers. Donc le droit d'enregistrement est de 125 €. Sur des biens immobiliers, on va avoir quelque chose qui se rapproche de l'hypothèque, puisqu'on a un triptyque contribution de sûreté immobilière, taxe de publicité foncière et émolument d'actes authentiques, mais qui vont être liquidés non pas sur le montant de la créance garantie, mais sur la valeur de l'actif transféré. Donc il peut y avoir un intérêt à mélanger les garanties pour des questions de coût, de budget. Le monde des sûretés n'est jamais un monde binaire. C'est toujours un arbitrage entre la volonté de protection, la complexité du package de sûreté que le créancier veut se ménager, et puis le budget et le délai alloué à la mise en place du financement et de ces garanties. Et donc, on va voir régulièrement cohabiter, dans un premier temps, une hypothèque, dans un second temps, des titres de société transférés dans le contrat de fiducie, et puis un peu après, à la faveur d'événements, le transfert de l'actif immobilier dans des contrats de fiducie. Ce sont des choses qu'on voit assez régulièrement et qui témoignent de le côté un peu orchestral du droit des sûretés dans une opération de financement. Là, c'est un peu la reprise du schéma qu'on vient de voir, mais dans une opération de financement qui est différente, puisque là, c'est l'acquisition d'une société qui va être financée par le biais d'un emprunt bancaire ou obligataire tout en haut. Et ce share deal va être sécurisé par les titres de la société qui vont être mis en fiducie. Ça, c'est un sujet qui est intéressant parce que très souvent, l'hypothèque, du fait des sujets d'intérêt social, en particulier de la SCI, parfois de la SAS, dans ce type d'opération, on ne va pas avoir la possibilité de recourir à une inscription hypothécaire ou un privilège de prêteur. Privilège de prêteur de deniers, évidemment non, mais inscription hypothécaire non plus, pour des questions à la fois d'intérêt social, mais également de prohibition de l'assistance financière. Donc, avoir la fiducie sur titre de société, c'est bénéficier sur ce schéma-là, comme celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est bénéficier d'un transfert de propriété qui permet au fiduciaire, sur instruction du bénéficiaire, d'exercer son droit de vote, de révoquer le mandataire social de la société quand il y a un défaut au titre de la dette garantie, de désigner un nouveau mandataire social, de prendre le contrôle de la société, en quelques mots, et d'aller chercher la meilleure solution qui permet à la société de rembourser la dette issue du financement. Qu'il s'agisse d'un prêt intragroupe entre la société filiale ou d'un financement obligataire qui aura été directement prêté au niveau de la société holding. Oui, peut-être juste pour compléter un peu. Alors, quand on a un refinancement en bas ou de la dette à faire, on peut très bien mettre de la dette au niveau de la sub-SAS, faire des délégations de créances et puis assurer en fait au prêteur une inscription, une sûreté réelle sur l'actif immobilier, mais ce n'est pas les situations les plus fréquentes qu'on rencontre. Donc c'est vrai que ce schéma-là, en fait, quand on ne permet pas d'avoir l'hypothèque, commande, comme le disait Arthur, d'aménager aussi le fonctionnement en fait, des statuts de la société concrètement. Quand on devient fiduciaire, ça veut dire que on exerce en fait les attributs de l'actionnaire, donc les droits de vote, pour commencer. Mais du fait qu'on n'ait pas de sûreté en fait, sur l'immeuble, on prend le risque que en fait, l'emprunteur fasse n'importe quoi, vende l'immeuble,
se mettent à faire des travaux en mettant des robinets en or, j'en sais rien, ou se barrer avec la caisse. Donc c'est important en fait d'avoir, mais on le verra peut-être un peu plus loin, à l'esprit que la fiducie n'est jamais aussi forte que quand la dimension sûreté est complétée d'une dimension gestion. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir en fait marquer et indiquer dans le contrat de fiducie que la SAS, la sub-SAS ne pourra pas faire un certain nombre d'actes sans recueillir donc et nécessairement en fait l'accord en fait du fiduciaire en qualité d'associé, et le fiduciaire pour certaines décisions réservées va prendre ses instructions de vote auprès uniquement du prêteur. Donc typiquement, si la sub-SAS veut vendre l'immeuble, dans le contrat de fiducie, on va indiquer que toute décision de disposition, mais ça peut être consentir une hypothèque, contracter une nouvelle dette, on peut être assez imaginatif, suppose de recueillir l'accord du fiduciaire qui ne prendra ses instructions de vote qu'auprès du prêteur. Donc ça vaut en termes de protection durant la vie de la fiducie. Et évidemment, s'il y a un cas de défaut, en cas de défaut, sur le prêt, quoi qu'il arrive, le fiduciaire ne prend ses instructions qu'auprès du prêteur. Donc voilà, ça c'est un point qui est important. Et donc pour solidifier en fait cette construction, on recommande souvent de modifier les statuts en fait pour pouvoir prévoir déjà pour pouvoir mentionner dans les statuts la qualité d'associé fiduciaire, c'est le fiduciaire maintenant qui détient les titres, et puis pour porter des limitations au pouvoir du président ou du gérant, en faisant expressément référence que pour ces décisions donc d'acquisition, de vente ou autre, ça passe nécessairement par une décision unanime de l'associé, donc du fiduciaire. Et alors, petite remarque d'ordre pratique, donc sur les SCI, pas de difficulté de toute manière parce qu'un simple transfert de parts oblige en fait à mettre à jour les statuts. En revanche, sur toutes les opérations avec des SAS, donc toutes nos opérations en marchand, j'ai été confronté à des fiducies dans lesquelles les statuts n'avaient pas été mis à jour en fait de la nouvelle qualité d'associé, et j'ai pu voir en fait des emprunteurs qui, au titre de la SAS, et bien que les titres aient été apportés en fiducie, ont cédé en fait les actifs, alors que dans le contrat de fiducie c'était interdit. Donc je ne saurais trop vous recommander de regarder pour les SAS, de ne pas oublier que dans les SAS, la propriété des titres, c'est le registre de mouvement de titres en fait qui fait foi, ce ne sont pas les statuts. Donc il faut vraiment, comme quand on fait une origine de propriété trentenaire, aller choper des registres de mouvement de titres et remonter pour vérifier que celui qui va prendre la décision sociale est bien l'associé de la SAS. Et quand on fait une fiducie, la première chose que Pono fait et recommande, c'est obtenir le registre de mouvement de titre et on passe l'écriture, transfert des actions au bénéfice du fiduciaire. Voilà. Oui, éclairage intéressant qui montre aussi que les notaires ont un rôle à jouer dans la sécurisation de cette sûreté, puisque c'est grâce aux notaires, à la rigueur qu'ils soient côté vendeur dans ce cas-là, mais également côté acquéreur, quand ils vérifient la capacité à engager la société du vendeur, c'est eux qui ont ce rôle extrêmement important de vérifier que les pouvoirs du mandataire social sont bien d'équerre avec les statuts, et que les statuts sont eux-mêmes en conformité avec le registre de mouvement de titre, quand il y en a un. Hein ? Et je crois qu'on passe maintenant à Antoine qui va nous parler de fiducie et de financement immobilier, mais à la façon BPCE. Merci Arthur. Bonsoir. Je m'appelle donc Antoine Arsac, je suis directeur juridique BPCE Lise, pas BPCE parce que c'est beaucoup plus grand BPCE. Nous, on est notamment crédit bailleur, donc on adore les notaires et on finance de l'immobilier. Et ça tombe bien. Et puis, vous vous êtes rendu compte que la fiducie porte sur tout type d'actifs, notamment des titres ou de l'immobilier en direct. Et on a mis au point en fait un outil avec BPCE Lise qui nous permet effectivement de flécher en fonction du scénario que souhaite notre client et dans la position dans laquelle il se trouve, de pouvoir lui proposer le produit le plus adapté. Ce petit fléchage vous montre qu'effectivement, en fonction du mode de détention souhaité ou actuel du client, vous pouvez lui proposer ou pas un financement classique ou une fiducie sûreté.
Alors vous avez effectivement le financement de l'acquisition d'un actif immobilier en direct, qui est la partie gauche. Effectivement, vous pouvez lui proposer d'avoir recours à un CBI, un contrat de crédit bail immobilier, ou un financement avec un prêt hypothécaire classique. Effectivement, s'il va détenir, et là je prolonge les propos d'Arthur, s'il va détenir l'actif via une société ad hoc, une société qui n'a que pour but l'acquisition, la gestion et la vente d'un actif immobilier, vous pourrez très bien lui proposer tout simplement de se faire financer effectivement son actif en apportant les titres de la société qui détient l'actif immobilier en fiducie. Donc vous voyez l'intérêt, effectivement. D'un côté, la détention indirecte lui permet de passer sur un montage de fiducie immobilier, enfin de fiducie indirecte, et en transférant les titres. Et de l'autre côté, vous avez une sorte de financement beaucoup plus classique. La monétisation n'est que l'application de du précédent scénario. C'est tout simplement, effectivement, la monétisation, c'est quand vous êtes déjà propriétaire, vous le savez par cœur. Donc là, effectivement, on repart sur les mêmes schémas. La cession bail ou le leaseback, comme en bon français de chez nous, consiste à transférer la propriété à un crédit bailleur. Le sujet, vous le connaissez par cœur. La lourdeur, enfin, effectivement, c'est un montage où effectivement on a besoin de faire différents audits, et c'est tant mieux parfois parce qu'on s'aperçoit de la qualité du bâtiment. Mais ça, c'est un autre sujet. Le leaseback fait intervenir nos amis notaires, donc on passe au screen. Vous connaissez le problème de la plus-value, je vous le rappelle, et je vous rappelle aussi les sujets éventuels, tout simplement de frais liés au leaseback. Certes, on est dans des frais moins élevés qu'en termes de CBI, de crédit bail immobilier, mais ils sont relativement importants. Donc d'où l'intérêt de proposer au client, lorsqu'il détient de manière indirecte l'actif immobilier, de lui proposer tout simplement une fiducie sur titre. Le dernier schéma, c'est un schéma qui est malheureusement réservé au crédit bailleur. Quand un crédit bailleur a un client, tout simplement, auprès duquel il lui a consenti un crédit bail, notamment sur un actif, je vais vous sortir un exemple, et là vous allez vite comprendre. Nous sommes crédit bailleur et nous avons consenti un crédit bail au profit d'un crédit preneur sur un bel immeuble de l'avenue Hoche il y a quelques années, valeur estimée en 2021-22 à peu près 28 millions d'euros. On calcule les sommes liées au crédit bail en cours et c'est à peu près 6, 7, 8 millions parce que l'actif est fortement amorti. Le client a besoin de monétiser son actif pour de nouveaux projets. Quelle est l'option possible pour le client ? Lever l'option anticipée. Vous, les notaires, vous savez particulièrement qu'une levée d'option anticipée, c'est lourd, mais également que ça coûte. Et on va consister tout simplement dans ces cas-là à octroyer un prêt au niveau de la holding qui détient le capital du crédit preneur. Et cette holding va donc lever de la dette, va apporter dans une fiducie sûreté les titres qu'elle détient sur le crédit preneur. Le montant du financement sera égal tout simplement à la valeur vénale de l'actif diminuée des sommes dues au titre du crédit bail que vous allez réduire du montant d'une LTV. Donc vous aviez un crédit bail sur un actif de 20 millions d'euros. Les sommes dues au titre du crédit bail sont de 7. Vous faites 20 moins 7, ça égale 13. Vous appliquez une LTV assez conservatrice, 60-70. Donc vous multipliez 0,70 par 13 millions et vous avez un financement. Et là, ce système vous permet de jouer à la fois sur le crédit bail, d'éventuellement de rallonger la durée du crédit bail et surtout au client de ne pas sortir de crédit bail. Et vous pouvez monétiser et apporter en sûreté les titres de la société qui détient l'actif immobilier en crédit bail, qui n'est pas encore propriétaire. Voilà. Ça, c'est le schéma réservé au crédit bailleur. Ce schéma repose sur un postulat que le crédit bailleur, au niveau du crédit bail immobilier, est le même que celui qui va consentir le prêt au niveau de la holding qui va transférer les titres du SPV qui détient l'actif immobilier en crédit bail. Donc voilà, c'est un schéma très particulier. Alors, pour prolonger, effectivement, nous, la fiducie dans le monde bancaire se développe parce qu'on le propose souvent de plus en plus sur des titres, comme l'ont dit mes prédécesseurs. Sur titre, effectivement, la fiducie sur titre s'est fortement développée depuis 2015. Alors, effectivement, il s'agit d'actes sous seing privé. Vous allez me dire, mais nous, les notaires, on n'intervient plus. Mais si, vous allez intervenir. Voilà. Vous avez la possibilité d'intervenir avec d'excellents confrères, d'excellents aussi avocats. Nous, on a quelques avocats, dont notamment le cabinet Mermoz.
On applique effectivement sur ces opérations de prêt corporate rehaussé par de l'immobilier. Ça ne nous empêche pas de faire des audits immobiliers avec des notaires sur les actifs immobiliers sous-jacents. C'est parce qu'il y a une fiducie que tout est permis. Justement, vous êtes des professionnels de l'immobilier, notamment sur des actifs immobiliers ayant des particularités d'urbanisme, des particularités juridiques en matière environnementale, d'exploitation. Rien ne vaut un bel audit juridique mené par une étude. Donc effectivement, la fiducie est un acte sous seing privé, mais ça n'empêche pas l'intervention d'un notaire. Effectivement, comme on vous l'a dit précédemment, quand elle porte sur l'actif immobilier, évidemment, un notaire intervient. Mais là, il s'agit surtout de la fiducie sur titre. Donc 2 principaux cas d'application, même 3. Effectivement, l'acquisition, qu'on va voir par la suite, la monétisation, qui sont 2 schémas in bonis. Et bien entendu, c'est par là que la fiducie est fait connaître, comme vous l'a dit Arthur, la fiducie dans des opérations dites de restructuration, à l'occasion de prédits de new money dans des périodes dites de retournement d'entreprise. Je pense que tu peux tourner la slide. Merci. Alors les avantages d'une fiducie portant sur des titres de société, tout simplement, vous l'avez compris, on est dans le domaine de des actifs immobiliers. Donc on va prêter par rapport à la valeur des actifs immobiliers, ce n'est pas tellement précisé ici, mais c'est un point très important. On prête dans ces schémas par rapport à la valeur des actifs immobiliers. Sujet plus que d'actualité. Je sors de mon comité de crédit actuellement, les valeurs vénales ou les valeurs vénales vacantes. C'est un sujet, on a beau avoir les meilleurs experts autour de la table, comme le nombre de transactions a diminué ces derniers temps, on ne sait plus très bien quelle est la valeur. Donc on s'entoure de plus en plus de grands spécialistes pour transiger et avoir une position relativement conservatrice en ce moment, compte tenu du retournement possible du marché sur les valeurs. Mais on va apporter dans un patrimoine fiduciaire une ou plusieurs sociétés qui détiennent un ou plusieurs actifs immobiliers. Effectivement, on va appliquer une LTV sur cette valeur d'actifs et ce patrimoine fiduciaire va garantir non seulement un premier financement, mais dans quelques années, lorsque ce premier financement sera amorti, rien n'empêche à prévoir un second financement qui viendra en second rang derrière ce premier financement, puisque le premier financement sera amorti. Et actuellement, peut-être qu'on va faire des opérations très intéressantes et très importantes cette année. On partira peut-être sur une valeur relativement conservatrice et dans 2-3 ans, vous voyez très bien, on sera peut-être dans une meilleure situation économique, plus, j'allais dire, pérenne. Et là, on aura peut-être une valeur encore plus importante de nos actifs immobiliers mis en patrimoine fiduciaire et on pourra lever de nouveau de la dette. Nos clients pourront lever de la dette et apporter dans une fiducie, faire bénéficier à de nouveaux créanciers ce patrimoine fiduciaire. Ce travail de mise en fiducie, au final, non seulement, effectivement, ça prend un petit peu de temps, mais c'est relativement rapide dans une première fiducie, mais ça vous permet tout simplement de mettre et d'isoler votre patrimoine fiduciaire qui pourra être réutilisé à l'image de l'hypothèque rechargeable. Quoi dire de plus oui. Alors c'est vrai que la fiducie, notamment, et là, la fiducie sur titre de société, quand vous la présentez par rapport à un montage de leaseback, normalement, le client doit opter, s'il est dans une détention indirecte, sur la fiducie sur titre. S'il n'opte pas sur la fiducie sur titre, alors qu'il est dans un montage de détention indirecte, soit il est sous l'emprise de l'alcool ou complètement dépressif, ou alors il veut donner de l'argent à l'État, mais normalement, il doit trouver un intérêt à utiliser le montage. Le caractère rechargeable apprécié, vous l'avez compris, cet effort d'isoler dans un patrimoine fiduciaire, vous l'aurez fait une fois et après ça, par la suite, vous pourrez en bénéficier. Ça, je pense que vous l'avez compris. Les nouvelles tranches de financement, effectivement, pourront bénéficier sans avoir à retravailler et sans devoir à payer de la fiscalité. Et puis, effectivement, de nouveaux actifs pourront intégrer la fiducie. C'est très intéressant le fait de pouvoir sortir et de faire entrer des actifs dans une fiducie sur titre. Je pars d'une hypothèse où vous avez un financement corporate, donc rehaussé par de l'immobilier. On part sur 7 sociétés. Et puis, au bout de 6 mois, votre client vient vous voir. Mais attendez, j'ai mis en fiducie la SCI Montaigne. Il se trouve que j'ai une offre,
mais complètement au-dessus du prix du marché. Mon bien est en fiducie, combien ça va me coûter de le sortir ? Ça va vous coûter tout simplement le prix d'un appel au fiduciaire, parce que tous ces process d'entrée et de sortie sont prévus normalement par les avocats qui rédigent les contrats de fiducie. Vous pouvez même conseiller à votre client d'avoir une approche plus ou moins conservatrice sur les sorties des actifs du patrimoine fiduciaire. Vous pouvez très bien prévoir, vous voyez, que chaque sortie provoque un remboursement anticipé du financement garanti par la fiducie. Mais ça, c'est pas très innovant. Vous pouvez appliquer une espèce d'ALA sur le remboursement. C'est pas non plus... Mais vous pouvez très bien dire à votre client qu'il faut proposer à la banque de dire « je peux sortir un actif de la fiducie à partir du moment où mon ratio de LTV est respecté à la sortie de cet actif, je ne suis pas obligé de rembourser une partie de ma dette. » Vous voyez, on peut rentrer dans la finesse du montage, et là, ce sont des systèmes encore plus souples. Donc voilà pour ce système de fiducie qui permet effectivement de faire entrer, de faire sortir. Et puis bien évidemment, ce système de fiducie est un système qui est beaucoup plus simple à gérer pour faire entrer et sortir des créanciers bénéficiaires d'une fiducie. Oui, il y a aussi un autre aspect, le principe de ces fiducies sûreté, sur titre de société, l'aspect de la neutralité effectivement fiscale, vous l'avez compris, la transparence, le fait que les résultats du patrimoine fiduciaire remontent chez le ou les constituants, il n'y a pas de déconsolidation dans ces montages, puisque vos clients, lorsqu'ils font appel à la fiducie sur titre, conservent le contrôle des sociétés mises en fiducie. Ça, c'est également important, et Benoît Fournier du cabinet Mermoz le rappelle souvent à ses clients, il n'y a pas dans la fiducie un caractère bolchevique. Vous n'êtes pas dépossédé de la propriété, vous, clients. Vous avez la possibilité d'adresser vos directives de droit de vote aux fiduciaires, et tout se passe comme si vous étiez encore propriétaire, au sens de l'article 544 du Code civil. Or, ce n'est pas le cas. Il n'est plus propriétaire, et c'est pour ça qu'Arthur a bien indiqué que c'était résistant aux procédures collectives. Je pense que j'ai fini. Ah oui, et dernier point. Quand vous transférez les titres de société, et que ces sociétés font l'objet d'un régime de faveur, style, vous savez, mère-fille, voilà, le transfert en fiducie ne casse pas ces régimes de faveur. C'était un amendement fiscal qui est passé il y a plus de 10 ans, enfin 2014 décembre. Donc là, c'est aussi un système qui a permis de développer la fiducie sur titre, venant sécuriser des financements corporate. J'en ai fini. Merci Antoine. La question inévitable se pose quand on laisse des juristes prendre un micro. Il nous reste combien de temps, Julien ? Un petit quart d'heure. Comme il faut laisser un peu de temps pour les réponses, je vous propose de quitter le monde anxiogène du financement et d'avancer plutôt vers les rivages du droit des successions et de l'incapacité des majeurs. Hop. Et parler de fiducie gestion. Donc on sort du financement et on va parler de la fiducie gestion appliquée aux problématiques de droit de la famille. On va essayer de faire ces 3 cas en 5-6 minutes et puis de laisser ensuite le micro circuler s'il y a des questions. Le contrat de fiducie, vous le savez probablement, ne peut pas être utilisé à des fins libérales. Pour l'instant, rien finalement ne justifie véritablement cet ostracisme de la fiducie libéralité. Libéralité ne veut pas dire fraude fiscale, mais visiblement à Bercy ou à la chancellerie, ils ont d'autres opinions sur le sujet, surtout à Bercy. Donc pour l'instant, on a un problème pour l'usage de la fiducie, pour permettre l'usage de la fiducie sur des applications équivalentes à celles qu'on trouve avec les trusts anglo-saxons. Je dis bien pour l'instant parce que beaucoup de gens qui poussent dans le bon sens ensemble et on a bon espoir que c'est quelque chose qui va changer et que cette prohibition de la fiducie libéralité va être remise en cause ou abrogée à un moment donné assez rapidement. Mais on peut quand même utiliser la fiducie gestion pour organiser la bonne exécution d'obligations contractuelles qui n'ont rien à voir avec l'intention libérale et qui sont celles qui vont être organisées et déployées dans le cadre d'autres figures juridiques que vous connaissez et qui sont par exemple celles de la donation. Et donc, de manière très concrète, dans ces opérations, on peut mettre en place une fiducie gestion dans le cadre d'une donation lorsque le donataire souhaite
lorsque le donateur souhaite s'assurer du bon emploi des actifs qui vont être transférés dans le patrimoine fiduciaire. Le bien est transmis au bénéficiaire de la donation, au donataire, transmis avec une charge, et cette charge, c'est celle de constituer immédiatement la fiducie gestion dans laquelle le constituant, à savoir le donataire, va organiser avec ou sous l'égide du fiduciaire et d'un tiers protecteur, qui pourra par exemple être le notaire qui a conseillé la mise en place de ce type de montage, d'organiser les règles de gestion du patrimoine. Qu'il s'agisse de titres de société familiale, qu'il s'agisse de sommes d'argent, qu'il s'agisse d'une collection de tableaux, etc. Il y a plusieurs exemples d'actifs parfaitement indiqués à être transférés dans des patrimoines d'affectation sous le contrôle du fiduciaire, avocat, banque privée par exemple, société de gestion de portefeuille, demain notaire, et sous le contrôle également du tiers protecteur qui représente le constituant et qui lui va plutôt contrôler l'exercice de sa mission par le fiduciaire. Donc ça c'est un exemple assez intéressant d'organisation qui va permettre avant même le terme, enfin, dès la mise en place de la donation, de faire échec à cette autonomie que propose normalement le droit de propriété au bénéfice du donataire, en contrôlant la gestion des actifs qui sont confiés à cet héritier. Autre cas pratique, une sécurisation de l'organisation patrimoniale qui va se mettre en place du vivant d'un constituant, par exemple personne physique, qui va apporter ses actifs dans une société. Vous connaissez probablement cette règle. Le décès du constituant personne physique entraîne la résiliation du contrat de fiducie. Ça, c'est uniquement le cas dans les contrats de fiducie gestion. Évidemment, dans les contrats de fiducie sûreté, ça n'est pas le cas. Mais dans les contrats de fiducie gestion, on a cette limite assez évidente du décès du constituant personne physique. Donc, le transfert des actifs peut être opéré directement du vivant et depuis le patrimoine de départ du constituant personne physique, mais apporté dans une société. Et c'est cette société qui va apporter... Attendez, est-ce que je suis sur le bon cas pratique ? La société, transfère elle-même les actifs en fiducie et une action est cédée au tiers de confiance ou au fiduciaire. L'idée est d'organiser dans les statuts de cette société qui recueille le patrimoine fiduciaire, d'organiser les règles de gestion de ce patrimoine qui a été préalablement confié. Au décès du constituant, les héritiers deviennent donc associés de la société civile avec le fiduciaire ou le tiers protecteur qui s'est ménagé une part sociale résiduelle. Et ces parts, c'est organisé dans les statuts, ne peuvent être cédées avant un certain terme. Et les fruits et produits de la gestion fiduciaire, s'il y en a, vont être distribués selon les règles qui auront été prévues dans les statuts. Dernier schéma, puisque l'heure tourne, une fiducie gestion qui répond aux mêmes besoins de sécurisation de l'organisation patrimoniale avant le décès d'un constituant, mais qui va s'opérer d'une manière un peu différente, puisqu'on va avoir un constituant bénéficiaire qui va organiser le transfert de ses actifs dans un patrimoine fiduciaire et qui va faire don de sa créance de restitution sur ce patrimoine fiduciaire. Pourquoi créance de restitution ? Le patrimoine fiduciaire a une existence autonome, une comptabilité, un bilan qui lui est propre, c'est le marqueur de ce transfert de propriété. Et donc, dans le entre guillemets, bilan ou à l'actif du constituant personne physique, il y a une créance de restitution. Cette créance est un actif, elle a une valeur, elle peut faire l'objet d'une donation ou d'un transfert à ses héritiers, à charge pour eux de redevenir constituant numéro 2 du contrat de fiducie et de subir la règle de gestion qui aura été prévue entre le fiduciaire et le constituant et qui est irrévocable puisque au terme de l'article 2028 du Code civil, les dispositions du contrat de fiducie, une fois arrêtées avec le bénéficiaire, ce bénéficiaire peut être le fiduciaire, ne peuvent plus être modifiées par la suite sans l'accord unanime des parties. Et donc on a un moyen très efficace d'organiser le lock-up de ces actifs du vivant, du constituant, mais également d'en faire profiter ses héritiers directs dans le cadre de la mise en place de ce type de contrat. Voilà. Je pense qu'on en a fini. On peut passer aux questions, peut-être. Est-ce que vous avez des questions ? Vous avez le droit, hein ? Non, donc j'imagine que c'est l'heure alors des remerciements. Donc je vais remercier bien sûr Antoine, Arthur, Pierre, Ladislas, mais surtout je voudrais remercier Benoît Fournier
puisque c'est grâce à lui, cabinet Mermoz, que l'ensemble de ces intervenants sont venus. Et il est important de le remercier. Il nous a aussi accompagnés dans certains contrats. Et je terminerai juste aussi sur un point, c'est qu'on a hâte de trouver un dossier de succession vacante avec des actifs fiduciaires. Ça nous donnera l'occasion de voir comment ça se passe dans ce type de dossier. Merci à tous.